Une hyène peut se battre à armes égales avec un léopard, mais il s'agissait en fait d'un âne. La hyène ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi brutale. L'âne a attrapé son adversaire par la peau du cou et a commencé à le traîner comme un chiffon pour lui donner une douloureuse leçon. Il vaut mieux ne pas se frotter à un âne. Et les cas de ce genre ne manquent pas. Les hyènes s'attaquent souvent aux ânes en pensant qu'ils sont des proies faciles. Des oreilles, un cou relativement long, une taille réduite par rapport à celle d'un cheval, ainsi qu'une gueule longue et mignonne font penser que cet herbivore n'est adapté qu'au rôle de proie, mais pas à celui d'agresseur. Sauf que les ânes ont un tempérament incroyablement coriace. Non seulement ces ongulés ne craignent rien, mais ils savent aussi se battre. Et il était trop tard pour que la hyène s'en rende compte. L'arme principale de l'âne est sa mâchoire incroyablement puissante. La hyène a de longs crocs dans la bouche et sa force de morsure est suffisante pour transpercer le fémur d'un grand ongulé. C'est important car le prédateur ne se bat pas bien avec ses pattes. Et comme il a beaucoup de charognes à son menu, la capacité de briser des os pour obtenir de la moelle est très importante. La hyène semble avoir l'avantage, mais la morsure de l'âne est bien plus dangereuse. Il n'a pas de crocs prononcés et ses incisives sont plates plutôt que pointues, sauf qu'elle est beaucoup plus effrayante. En effet, à l'état sauvage, l'âne vit dans des endroits au climat désertique très rude, où il n'y a que la végétation dure, piquante et coriace. L'âne ne se contente pas de la couper, il la broie avec ses mâchoires. Sa bouche est comme un étau industriel. La pression par pouce carré, par centimètre carré, est si forte que l'âne peut littéralement broyer ce qui entre dans sa bouche. Dans le cas présent, c'est la carapace de la hyène qui s'y est introduite. Si le début du combat, lorsque les adversaires tournent sur eux-mêmes en essayant de s'attraper avec leurs dents, semble comique, la suite n'est pas une partie de plaisir. L'âne fait preuve d'une excellente réaction et d'une grande détermination. Il attaque brutalement son adversaire, le saisissant par ses points vulnérables, de telle sorte que le prédateur ne puisse ni se dégager, ni se retourner, ni contre-attaquer. Lors d'une confrontation avec des hyènes, l'âne vise souvent le museau, les poils, l'arrière de la tête et le cou de l'ennemi. D'une certaine manière, cela devient même gênant quand on voit avec quelle impitoyabilité l'âne tire la hyène, qui essaie de mordre l'ennemi en retour, mais n'y parvient pas. Lorsque l'ongulé saisit le prédateur par les zones énumérées, la hyène n'a aucune chance d'atteindre l'ennemi avec ses mâchoires. En essayant de se libérer, le prédateur est encore plus mal à l'aise. De plus, une forte morsure avec les mâchoires de l'âne derrière la fourrure est très traumatisante. Avez-vous vu comment les chats portent leurs chatons, les tenant dans leurs mâchoires par la peau du cou? Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas l'ombre d'un tel soin et d'une telle prudence ici. L'âne essaie de blesser son adversaire le plus possible et la peau du cou est l'endroit idéal pour attaquer car il est très difficile pour la victime de se dégager. D'autres endroits du corps de la hyène où l'âne peut diriger sa morsure sont dangereux pour la vie de l'animal carnivore. Même si l'âne ne mord pas à travers la peau, il peut rompre ou rétrécir de gros vaisseaux, briser les os de la mâchoire et endommager la colonne vertébrale. Dans certains cas, lorsque la différence de taille est très importante, l'âne parvient à soulever l'animal. L'âne parvient alors à soulever la hyène au-dessus du sol, de sorte que les pattes avant du prédateur restent suspendues en l'air impuissantes. Dans ce cas, la hyène n'a aucun point de résistance. D'un coup sec vers le haut ou vers le bas, l'âne écrase le cou du prédateur, transformant son corps en un jouet cassé. Mais le plus important est la férocité de l'âne. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet ongulé se comporte de manière aussi agressive, n'est-ce pas? Le gène ne s'y attendait pas non plus. Sinon, il ne s'approcherait jamais d'une telle proie potentielle. L'âne ne se contente pas de se défendre, il s'amuse. Et il veut que la hyène se souvienne à jamais de cette douloureuse leçon. Il fait tout pour qu'elle se rende compte que, sous l'emprise de l'âne, le prédateur devient complètement impuissant. Il n'a aucune influence sur son état et est complètement à la merci de l'ongulé. L'endurance de l'âne est incroyable. Il peut tenir une hyène pendant très longtemps et marcher avec elle entre ses dents comme si l'ennemi ne pesait rien. La hyène peut attaquer l'âne par l'arrière et lui mordre les pattes, alors l'ongulé se met à ruer.
Un coup méticulé dans le museau du prédateur étourdira le combattant herbivore en 1 seconde pour se retourner et attraper l'ennemi avec ses dents. L'âne tirera alors la hyène de haut en bas pour non seulement briser les muscles de son cou, mais aussi endommager les vertèbres cervicales. En outre, l'âne fait une démonstration visuelle de sa force et montre à l'ennemi qu'il s'est trompé de cible. D'accord, une telle détermination de la part d'un animal herbivore mérite un like, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une hyène a échappé à une morsure à la tête qu'elle peut se détendre. L'âne est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît à première vue. Comme tu l'as appris, il ne se contente pas de se défendre, il veut donner une leçon à son adversaire et le rouer de coups. C'est pourquoi il poursuit la hyène en essayant de la piétiner avec ses sabots massifs. Le corps de l'âne est petit mais musclé et ses jambes sont fortes. Grâce à la vie en montagne, les sabots s'aiguisent naturellement. L'âne peut aussi mordre en se déplaçant. Il sait exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. Par exemple, il peut viser avec ses dents l'aine, le ventre ou les pattes arrière de sa victime pour les briser avec ses propres dents. Penses-tu que lorsqu'un âne vise avec ses dents la zone dorsale de la hyène, au-dessus de la queue, c'est un accident? Ce n'est pas du tout le cas. Si l'âne parvient à bien saisir cet endroit, à serrer les mâchoires et à tirer fort sur lui-même, il cassera tout simplement la base de la colonne vertébrale de la hyène. L'âne peut ainsi éteindre définitivement les pattes arrière de son adversaire, le paralysant ou provoquant des conséquences encore plus tragiques. La hyène panique. Elle a peut-être déjà eu affaire à des lions et a survécu. Mais sortir indemne d'un combat avec un âne est encore plus difficile dans certains cas. Cette aventure est d'un tout autre niveau de difficulté. Ce renard n'a pas eu de chance. L'âne l'a vu comme une menace et a attaqué à la vitesse de l'éclair. Les mâchoires de l'ongulé pourraient entrer dans le cou du renard. L'herbivore, beaucoup plus massif et plus fort, peut se rendre compte que le petit prédateur n'est pas une menace pour lui, mais il agit avec certitude. Quelques fortes secousses et les vertèbres du cou du renard céderont. Les ânes sont en fait des animaux assez patients. Ils sont certes têtus et peuvent être très brutaux au combat, mais il n'est pas facile de les énerver et de les mettre en colère. Au contraire, lorsque ce chien de compagnie s'en prend à un âne à plusieurs reprises, l'ongulé ne réagit pas agressivement pendant longtemps. Le chien peut également être compris. Ces animaux n'aiment pas que quelqu'un s'approche d'eux pendant les repas. Cependant, le chien a manifestement exagéré en essayant de mordre l'âne à plusieurs reprises au niveau du museau. La patience de l'ongulé était à bout. Le chien s'est envolé et a heurté le sabot de l'âne à 2 reprises. La première fois contre le sabot de l'âne et la seconde fois contre le mur de la maison. Le chien a été littéralement projeté en arrière par le ricochet. L'impact était si puissant, le chien s'en est sorti indemne, mais c'est une leçon dont il se souviendra longtemps. La supériorité numérique de l'ennemi n'effraie pas non plus l'âne. Ici, il est attaqué par 2 très gros chiens. Mais non seulement l'âne ne s'est pas laissé déconcentrer, mais il s'est lancé dans une attaque frontale, a saisi l'un des adversaires par la patte arrière, l'a agrippé avec ses puissantes mâchoires et l'a jeté au sol. L'âne aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à ses adversaires. Les chiens ont semblé se rendre compte à qui ils avaient affaire et se sont dispersés dans la panique. Les ânes sont si agressifs envers les prédateurs qu'ils peuvent attaquer même si les carnivores ne sont pas après eux, mais après un autre animal. Un fermier du nord du Colorado utilise plusieurs ânes pour garder son troupeau de bétail. Une alternative intéressante aux chiens de troupeau, n'est-ce pas? Les ânes protègent ses vaches des meutes de loups. Ici, les ânes jouent déjà un rôle similaire. Ils semblent se rendre compte que ce labrador n'est pas l'agresseur. Le chien, doré, veut jouer mais se comporte de manière trop intrusive. Les ânes ne le considèrent pas comme un ennemi. Et c'est ce qui a sauvé le chien. S'ils avaient décidé que le labrador représentait un réel danger, il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé. Mais en l'état actuel des choses, son comportement insolent irrite les ongulés. Le chien n'a manifestement pas encore compris qu'il ne faut pas se moquer de ces créatures et il les taquine. Il leur fonce dessus et lorsque les ânes se fâchent et veulent lui donner une leçon, le labrador recule rapidement. Il s'amuse à courir dans différentes directions avec les ongulés. Pour lui, ce n'est qu'un jeu.
Mais ces jeux ne se terminent pas très bien. Prêtez attention à la façon dont l'âne montre qu'il a l'intention d'attaquer l'animal gênant. Les ânes rabattent leurs oreilles vers l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'une expression de colère, mais aussi d'un réflexe de défense, car les oreilles sont très sensibles. En les retirant, l'âne tente de se défendre contre une éventuelle contre-attaque. Le labrador n'y pense pas. Il profite de sa vitesse, car jusqu'à présent, il a réussi à éviter le coup, à esquiver l'attaque frontale et à éviter les morsures de l'âne. Eh bien, sous-estimer la ruse de ces ongulés n'est pas non plus une bonne idée. Les ânes tournent le dos aux chiens. Ils pensaient que c'était une bonne occasion de taquiner un peu plus les ongulés et de les faire courir après elles. Mais c'était un piège. L'âne a simplement attendu que le chien s'approche et lui a donné un coup de pied en pleine gueule. Ce coup de sabot a assommé le chien et l'a dissuadé de jouer avec des créatures aussi rudes. Mais il faut admettre que les ânes savent défendre leurs limites personnelles. L'âne a pu atteindre la cible avec une telle précision grâce à la position de ses yeux. Les chiens, les loups, les chats et les humains ont une vision binoculaire. Les yeux sont situés à l'avant du crâne, ce qui leur permet de mieux évaluer la profondeur et la distance entre différents objets, de mieux voir les détails et de se concentrer sur la cible. Les yeux de l'âne sont placés plus loin, sur les côtés de la tête. Le champ de vision est donc beaucoup plus large, et l'âne peut voir un ennemi qui s'approche par derrière. Une qualité importante pour un herbivore qui doit se défendre contre les prédateurs. Il peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h, du moins sur une courte distance. Mais c'est la conséquence d'une spécialisation de chasse assez étroite. Le guépard chasse le plus souvent des impalas et des gazelles, rapides et maniables. Il est suffisamment fort pour vaincre des gnous ou des zèbres. En revanche, il n'a aucune chance de se mesurer à d'autres grands prédateurs. Il n'a aucune chance contre un lion, et il vaut mieux ne pas se frotter à une hyène ou à un léopard. L'anatomie d'un guépard léger et maigre est conçue pour une poursuite rapide comme l'éclair, une frappe rapide et l'achèvement de la chasse. Les rivaux massifs ne sont pas faits pour lui, en particulier un serpent géant qui s'appuie sur la force brute. Par conséquent, si un guépard rencontre un python, il essaiera simplement de contourner la menace. Il ne pourra pas vaincre un serpent adulte. Quant au serpent venimeux, l'incroyable vitesse de course du guépard ne signifie pas que sa vitesse de réaction soit supérieure à celle d'un flash ou d'un mercure. Il peut esquiver le lancer du cobra, mais pourquoi s'y risquer s'il y a plein d'impalas appétissants et pour la plupart sans défense dans les parages? En général, si les mangoustes et les ratels ont la réputation d'être des chasseurs de serpents, les chats ne sont pratiquement pas en reste et sont souvent les premiers à attaquer les serpents. Ce ne sont que des chasseurs universels et la réputation de chasseurs de serpents leur a donc échappé. C'est dommage, car même les petits chats peuvent se défendre contre un énorme cobra. Le secret de la réussite, c'est le courage. Le serpent venimeux n'a qu'une seule arme, l'ultimatum. Par conséquent, la seule chance de survivre est d'aller droit vers le danger. C'est pourquoi, dans un combat avec des serpents venimeux, les chats n'attaquent pas la queue ni le tronc, mais visent directement la tête. Ainsi, un animal courageux tente d'abattre la poussée d'attaque de l'ennemi. Si les griffes atteignent le front du serpent, celui-ci ne peut physiquement pas atteindre les pattes avec ses dents. Cette tactique ne fonctionne pas toujours. En outre, les petits chats sont vulnérables aux serpents qui préfèrent la strangulation au poison. Cette scène assez célèbre de la confrontation d'une maman chat avec un énorme python s'est terminée par le sauvetage des bébés parce qu'il y avait à proximité des personnes bienveillantes qui ne se souciaient pas de l'équilibre dans le monde de la faune sauvage. La chatte s'est battue courageusement et a jeté le serpent du haut de la pente à plusieurs reprises, mais un peu plus et le python aurait mangé les chatons. Pour éviter cela, les personnes sont intervenues au dernier moment, dont ont littéralement tiré le serpent par la queue hors de la tanière du chat. Feriez-vous cela ou prendriez-vous la position des biologistes qui préfèrent le rôle d'observateur extérieur? Allez, dis-le dans les commentaires. Mais là où les petits chats abandonnent, les panthères et autres grands-parents, au contraire, viennent à bout des serpents. Le plus grand représentant de cette famille est le tigre. Sa masse dépasse souvent 1/4 de tonne.
En plus de sa force physique pure, il possède d'étonnantes aptitudes au combat. Il semblerait qu'à la chasse, le tigre utilise une sorte d'art martial qui lui permet de jeter un buffle pesant jusqu'à 1 tonne par-dessus son épaule, de briser sa nuque d'un seul coup ou d'écraser un cerf avant que l'ongulé ne se rende compte de ce qui s'est passé. Néanmoins, le serpent est un adversaire de taille, même pour un combattant aussi coriace. Il existe une très rare vidéo en noir et blanc d'un tel duel de géants. Il faut rendre au tigre ce qui lui appartient. Son attaque franche semble avoir découragé le python. Au lieu de recourir à des tactiques astucieuses, la bête rayée a décidé de s'appuyer sur ce qui ne lui avait jamais fait défaut, la force d'écrasement. Mais le python, surtout s'il est énorme, n'est pas un paquet de chips que l'on peut prendre au supermarché pour grignoter ce soir-là. Le serpent a évité le combat de toutes ses forces. Il a fait savoir à plusieurs reprises au tigre qu'il ne voulait pas se battre, mais le tigre rayé a tout simplement ignoré le reptile et lui a mordu au flanc. Le python a alors été contraint de recourir à son incroyable force. Le tigre a répondu avec ses crocs. Les mâchoires du chat se sont refermées à plusieurs reprises sur la tête et le cou du python. À la surprise du tigre, cela ne suffit pas à mettre fin au combat en sa faveur. Le python mord le tigre par le côté, puis l'entoure de ses anneaux. La force du tigre est incroyable, même avec un tel fardeau, il réussit à sauter plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à échapper à l'emprise du serpent. Le python peut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'une légitime défense. En conséquence, le tigre n'a jamais pu se libérer. Au cours de la dernière phase de ce combat gigantesque, il a certainement regretté d'avoir décidé d'entrer en contact avec un serpent 3 fois plus long que lui. Après tout, ce python fait au moins 8 mètres de muscles tendus. Et pour sauver sa vie, le serpent les a tous utilisés. Le tigre ne pouvait pas s'échapper. Le python s'est rendu compte qu'il dominait son ennemi et ne l'a surtout pas lâché. Il resserra sa prise plus fort, puis encore plus fort, et le tigre n'arrivait plus à respirer. Les muscles du serpent autour de son torse étaient tellement serrés que le tigre ne pouvait pas physiquement redresser son torse pour faire entrer l'air dans ses poumons. Puis le python a resserré son étreinte encore plus fort pour infliger des dommages critiques aux organes internes du chasseur rayé qui est maintenant devenu sa proie. Il existe également une vidéo relativement récente dans laquelle un tigre et un python nous apparaissent comme les héros d'un western. Les deux combattants se rencontrent sur un chemin étroit, ils se sont arrêtés pour évaluer mutuellement. Qui tirera le premier? Personne. Le tigre se contente de battre en retraite et le python ne veut pas se frotter à ce géant. La chasse est une activité dangereuse, mais il vaut mieux se précipiter sur les taureaux que d'essayer de vaincre un énorme serpent. Un geste intelligent pour un tigre, vous ne trouvez pas? Si le jaguar est la seule panthère du Nouveau Monde, il est loin d'être le seul félin sauvage à vivre sur le continent américain. Le cougar est un concurrent digne de ce nom. Bien sûr qu'il dépasse souvent les léopards en taille, le puma n'est pas une panthère et appartient aux petits félins. Cette classification scientifique est liée à la structure du crâne, des cordes vocales. Malgré sa taille et sa force, le cougar ou le puma ne peut pas grogner comme un lion ou un tigre. Mais sera-t-il capable de livrer au serpent un combat aussi décent que celui du jaguar? Il s'avère que tout dépend du serpent. En effet, le serpent à sonnette, qui vit principalement en Amérique du Nord, est probablement le serpent le plus rapide du monde. Si l'on ne tient pas compte de la vitesse du lancer, ce reptile mord presque aussi vite qu'une balle vole vers sa cible. Il est presque impossible d'esquiver son élan, sauf pour les animaux exceptionnellement agiles. Il fut un temps où les mangoustes indiennes furent même amenées en Amérique pour que ces animaux aident les fermiers à exterminer les serpents qui mordent le bétail. Mais ces animaux, qui s'occupaient sans problème des cobras chez eux, se sont révélés impuissants face aux serpents à sonnette. Le serpent était tout simplement trop rapide pour eux. Dans un duel entre crotale et cougar, mieux vaut donc miser sur le reptile. Ses chances sont plus grandes.
Le venin de Crotal a un effet hémotoxine prononcé. Cela signifie qu'il détruit la structure du sang et empoisonne le cœur ainsi que tout le système circulatoire. Même une quantité minuscule de poison, lorsqu'elle pénètre dans le sang, peut venir à bout d'un puma en quelques minutes. Heureusement, il existe un équilibre mystérieux dans la nature. Et plus le poison est terrible, plus il est difficile pour le corps du serpent de le produire. C'est pourquoi le serpent à sonnette ne mord pas toutes les personnes qu'il peut atteindre. Bien que ce serpent n'ait pas peur d'un combat, il essaie de l'éviter jusqu'au bout. C'est pourquoi il a besoin d'un hochet, une structure cutanée spécifique située à l'extrémité de la queue. La coloration masquante, qui lui permet de se faufiler facilement parmi ses proies, rend le reptile presque invisible, même pour un puma. Et pour que le chat ne marche pas accidentellement sur une telle créature, le serpent se trahit délibérément. Il commence à faire claquer le bout de sa queue tout en adoptant une position protectrice. En d'autres termes, le serpent fait tourner son corps comme un grand ressort. Le serpent à sonnette est prêt à tout moment à pointer sa tête vers la cible pour lui infliger une morsure mortelle. Mais il retarde délibérément le coup pour donner à un adversaire choisi au hasard le temps de s'échapper. Et ce n'est que si l'avertissement du serpent à sonnette est ignoré, et en outre si l'on essaie d'attaquer le serpent, celui-ci alors attaque. Et ce puma a agi avec beaucoup de sagesse. Il a décidé d'être prudent lorsqu'il a rencontré un énorme python dans les étendues humides de la Floride. En effet, dans ce cas, le puma va attaquer le serpent à la tête afin de lui briser rapidement la nuque et de ne pas se laisser mordre. Cependant, pendant l'attaque, le python peut avoir le temps de se tordre et de s'enfoncer et d'attaquer le chat, puis d'enrouler son corps autour de lui, de sorte que cette technique n'est pas du tout un succès garanti. Pourquoi ce puma semble-t-il goûter le python et essayer de le mordre au milieu du corps? La réponse est simple. C'est la première fois qu'il voit un serpent aussi gros et il ne sait tout simplement pas comment réagir. Heureusement, le python n'est pas non plus d'humeur à se battre. Au lieu de contre-attaquer, il retire rapidement les dents du puma. Le chat a été assez intelligent pour comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à une créature aussi terrible et partir à la recherche d'une proie plus facile. Ainsi, cette fois-ci, les deux adversaires sont restés en vie et n'ont même pas subi de dommages. Que disent les maîtres des arts martiaux orientaux? Le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez donner une ceinture noire à ce puma.